Bonjour, bienvenue à Quilombo, ici Nzomba Simanga. Aujourd'hui, 16 janvier 2013, nous allons parler de la gestion des ambitions dans une organisation associative ou politique. Nous allons essayer d'explorer les différentes difficultés qui existent dans la gestion de la diversité des opinions, des ambitions dans les associations africaines ou dans les partis politiques. Et nous allons essayer d'explorer des pistes pour euh, euh, pour essayer de comprendre la psychologie des leaders, des chefs qui dirigent ces groupes. Et pour aujourd'hui nous accompagner dans cette réflexion, euh, nous avons Madame Claire Ems qui est écologiste, présidente d'Alternative démocrate et porte-parole du collectif Action pour les victimes anonymes du Dakar. Alors aujourd'hui, c'est en tant que politique qu'elle va nous intervenir et nous aider à comprendre et à démêler un peu quelques nœuds. Alors bonjour Madame Claire Ems. Bonjour Zwamba, bonjour aux auditrices, aux auditeurs de Quilombo. Alors voilà, donc aujourd'hui notre thème d'attaque est donc la gestion des ambitions dans les associations et dans les partis politiques. Oui, Nous remarquons que il y a très souvent des crises de leadership qui font éclater ces organisations à un moment donné, où on sent que tenir ensemble diverses ambitions, la diversité d'opinions est une tâche, semble être une tâche ardue dans les associations ou les partis politiques africains. On pourra aussi, vous pourrez sans doute nous donner aussi une piste pour savoir est-ce que ces conflits, peut-on qualifier cela comme étant une particularité africaine? En tout cas, euh, certains semblent en être convaincus. Quel est votre commentaire sur les différentes crises de leadership récurrentes dans ces organisations africaines? disons que dans une association comme dans une société, hein, il y a toujours une hiérarchie. Les sociétés, qu'elles soient occidentales ou africaines, il y a toujours une hiérarchie. Donc, qu'il y ait des conflits, c'est quelque part inévitable dans la mesure où personne n'est semblable. Les gens sont différents. Il y a, ne serait-ce que déjà entre hommes et femmes, on ne pense pas pareil sur certaines situations et surtout on ne réagit pas de la même manière. Donc imaginez dans une association ou dans un parti politique, bien que ce parti ou cette association se soit constituée autour d'un but précis, il se peut que dans l'association ou dans le parti, il y ait des divergences, des, des, des manières différentes de penser pour arriver à ce but-là. Donc, quand vous me posez la problématique de la gestion des ambitions, encore faut-il définir quelle ambition est en cause, si on peut dire. Parce que dans une association, il faut bien un chef, il faut bien un dirigeant, il faut un représentant. On est bien d'accord. Oui. Donc, ce chef, ce dirigeant, en général, il est élu par ses pairs. S'il est élu, c'est parce qu'ils ont certainement euh, remarqué que cette personne avait des qualités qui lui permettent de remplir la mission de l'association ou du parti en question. Donc, à partir de là, qu'il y ait des gens dans l'association qui veuillent être chef à la place du chef, ça peut arriver. Hein? Et dans beaucoup de partis politiques, c'est même inévitable. Bon. Je pense que il faut déjà définir de quel genre d'ambition on parle. Si c'est juste un désir d'être reconnu,
si c'est de pouvoir produire une réussite sociale, hein, si c'est juste une question d'amour propre, il faut voir de quoi on parle. Il existe des associations où les gens ont un intérêt commun pour combattre une situation ou un ennemi. Hein, l'ennemi peut être humain ou peut être une condition. Mais déjà là, vous avez des gens différents qui ont un même souci. Et pour régler leurs soucis, ils se mettent ensemble, ils forment une association. Dans ce cas-là, il est tout à fait normal qu'il y ait une personne qui les représente. En Occident, on dit il faut quelqu'un pour parler aux médias, par exemple, pour faire passer le message, pour représenter juridiquement l'association, puisque si une association a 1000 membres, les 1000 membres ne vont pas s'exprimer librement devant les médias, ni rester en justice. Il faut bien qu'il y ait un représentant. Ce représentant-là, il est élu, il est désigné, on va dire, hein, parce qu'il peut être élu ou désigné d'une autre manière. Mais bon, il représente l'ensemble de l'association ou du parti. Donc, avant de faire les déclarations, il doit tenir compte de ce que pense tout le groupe et de la manière dont le groupe va décider d'agir. Et à ce moment-là, il transmet l'information aux médias qui sont censés le dire au plus grand nombre. Maintenant, cette personne, qui peut être un homme ou une femme, qui est donc désignée, a la lourde responsabilité non seulement de prendre les coups pour tout le monde, mais aussi de prendre les coups de la part de ceux qui l'ont délégué, parce qu'il est obligé de gérer les desiderata de tout le monde. Il y a un problème de poser, chacun va donner son avis. Chacun doit pouvoir donner son avis, parce que ce n'est pas parce qu'on est un chef qu'on doit imposer son avis à soi. Le chef, celui qui est désigné, le représentant, est obligé de tenir compte de ce que tous les autres disent. Bon. Maintenant, quand on n'arrive pas à un consensus, on vote. Et le vote, généralement, c'est la solution qui reçoit le plus grand nombre de suffrages qui est retenue. Et dans ces conditions-là, il est de bon ton que tout le monde se range à la solution retenue, que le représentant va livrer aux médias ou aux autres personnes. Il est très malvenu qu'il y ait une ligne qui ait été décidée et que quelqu'un du parti ou de l'association aille émettre à l'extérieur de l'association ou du parti un avis contraire. Ça ne va pas. Mais il se peut aussi qu'à l'intérieur, le clivage reste. Mais est-ce que c'est parce que le clivage reste à l'intérieur qu'on est ennemi? Non, je ne pense pas. Il faudrait que chacun puisse s'exprimer, chacun puisse défendre sa position, mais que à la fin, on tombe d'accord sur une méthode, sur une ligne à suivre, sur une manière de fonctionner. Ça, je pense que à partir du moment où on commence déjà à respecter ça, il y a beaucoup moins de problèmes. Est-ce que je suis audible? Oui, oui. Oui, justement, vous avez parlé de définir les ambitions. Qu'est-ce qu'on pourrait comprendre par ambition? Sans doute des besoins de reconnaissance, de besoin de valoriser les compétences. Dans un groupe, peut-être qu'il y a diverses personnes qui sentent le besoin, qui sentent en tout cas que leurs compétences ne sont pas suffisamment valorisées, alors ils bousculent un peu les lignes, quitte à faire éclater ensuite l'organisation. Alors, comment est-ce que
un leader, un chef, bah d'abord, quel est le portrait, si on peut appeler ça ainsi, le portrait robot du leader classique, selon vous, ce leader qui serait justement capable d'aller de valoriser les champs de compétences de chacun. Est-ce que tout le monde est capable de devenir leader, ou le leadership est une aptitude innée? Je ne sais pas, enfin, je ne peux pas dire quelque chose qui relève peut-être de, de capacités qui ne sont pas évidentes, mais on est tellement différents. Il est certain qu'il y a des personnes qui sont nées pour être chefs. Il y en a qui sont doués de la capacité de rassembler autour d'eux. Il y en a qui savent diriger. Il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui suivent. Il y en a, chacun a ses possibilités. Je ne peux pas établir un prototype de décideur de dirigeant, dans la mesure où il y a tellement de différences. Déjà, ne serait-ce que de voir au niveau politique les chefs d'État. On va prendre les chefs d'État comme, même si c'est pas tellement bon, compte tenu de toutes les magouilles qu'il y a souvent dans les élections, mais vous pouvez voir qu'il y a des hommes d'État tellement différents. Par contre, sur le temps, on en a vu de tellement différents dans leur manière d'agir. Vous avez des gens qui sont nés pour diriger de manière pacifique, comme les Gandhi et autres. Vous avez d'autres gens qui sont beaucoup plus brutaux. Vous en avez qui sont empathiques, qui écoutent et qui épousent la cause des leurs. Vous en avez qui sont froids dans leurs analyses. On a de tout. Tous, je pense que les qualités qui sont indispensables à un leader, ce sont les capacités d'écoute. Il faut vraiment qu'il sache écouter et qu'il sache supporter les membres de son parti ou de son groupe, parce qu'il leur doit, de par le fait qu'ils lui font confiance. On ne vous met pas chef sans vous faire confiance, à moins qu'il y ait eu des magouilles dans les élections. Mais ceux qui vous désignent comme chef vous font confiance pour arriver à un but précis. Vous avez besoin de ces gens-là. Chacun a ses compétences. Il faut savoir reconnaître les compétences des gens et les valoriser, parce que en les valorisant, on leur permet d'être bien et d'être encore plus efficace. Quelqu'un dont les qualités sont reconnues est beaucoup plus disponible, il est beaucoup plus efficace. Et ce que je dis là est valable en entreprise aussi. Donc un bon chef sait reconnaître les qualités des gens qui sont autour de lui. Il sait valoriser ses qualités pour le bien pour le bien de la structure en question, qu'elle soit associative ou qu'elle soit un parti politique, et il doit savoir reconnaître, rendre à la personne qui a ces qualités-là hommage, parce que les gens ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin d'être reconnus. Quand quelqu'un est travailleur, qu'il est loyal et qu'on ne reconnaît pas ses qualités, ça ne peut pas aller. Si on est contre un avis, si un dirigeant est contre l'avis, il faut qu'il puisse expliquer à la personne en face pourquoi. Non pas d'imposer. Un bon chef n'impose pas. Un bon chef amène l'autre à adopter une position définie si c'est possible. Mais un bon chef peut très bien aussi changer d'avis et abonder dans un sens que lui n'avait pas prévu. Un bon chef n'est pas forcément autoritaire. Et c'est une question de relations entre personnes aussi. C'est-à-dire que un bon chef peut très bien travailler avec quelqu'un qu'il n'aime pas. On n'a pas besoin de s'aimer
pour arriver à un but précis. À partir du moment où on combat, où on se bat pour arriver à un but précis, un bon chef doit pouvoir travailler avec tous ceux qui viennent, quels qu'ils soient. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et c'est là où la chose qui m'interpelle, c'est que tout à l'heure, vous avez dit, oui, c'est une question d'association africaine. Ah non, ces combats se retrouvent partout. Partout où vous avez un parti, partout où vous avez une association, au sein de l'association, vous avez des comportements de rivalité. Chacun aborde ces rivalités-là de sa manière. Mais la règle est toujours la même. Il y a un chef. Vous aurez toujours un contestataire dans un côté. Vous aurez toujours ceux qui font allégeance au chef en pensant que c'est comme ça qu'ils vont avancer. Vous avez toujours une structure à peu près identique partout. La chose qui changera, ce sont les caractères, la manière de le faire, que ce soit en sourdine ou que ce soit brutal, que ce soit tu ou que ça sorte à la lumière du jour. Mais il y a toujours des gens qui, même dans une structure qui marche, se diront pourquoi est-ce que c'est pas moi le chef? Pourquoi est-ce que c'est l'autre? Il va falloir, ils vont utiliser tous les moyens à leur disposition pour prendre la place du chef. Ils estiment qu'ils sont capables d'être chefs. Or, faudra-t-il qu'ils prouvent aux autres du groupe qu'ils sont capables d'être chefs. Mais le chef en place ne va pas rentrer en guerre avec son Brutus, je veux dire. Bien, parce que on les reconnaît très vite. Il sait très bien que celui-là manœuvre pour être chef. Là n'est pas le problème, puisqu'il y aura des élections. Le bon chef, le chef qui est raisonnable, dépose son mandat et il dit voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui a été prévu de faire. Moi, j'ai fait ceci. On est à tel point. Maintenant, je dépose le mandat. J'aurais voulu continuer ou je ne veux pas continuer. Qui c'est qui veut être chef à ma place? Qu'il dise ce qu'il compte faire. Et tout le monde est mis. L'autre qui prend la place, bah, tant mieux. Il continue le travail à sa manière. Ce sont les gens du groupe qui décident de savoir qui est efficace, qui ne l'est pas. Être chef ne doit pas être une fin en soi. Ça doit être c'est un mandat qu'on donne à quelqu'un pour arriver à un but. Et c'est très intéressant. Vous avez parlé de la question d'autorité précédemment. Alors, selon vous, est-ce qu'un chef doit être respecté ou craint? Ah, ça, il y en a qui préfèrent être craints. D'autres préfèrent être respectés. Tout dépend de la manière dont chacun, comment chacun est. Il est certain que un homme ne réagit pas comme une femme dans beaucoup de choses. Mais ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que c'est forcément l'homme qui est brutal. Il y a des femmes qui ont très bien su se faire craindre. Le respect, je pense, est beaucoup plus profitable et beaucoup plus bénéfique parce que les résultats sont beaucoup plus durables et beaucoup mieux enracinés. La crainte, des choses sont faites des choses qui sont faites sous la crainte ne sont pas pérennes, à mon avis. Mais c'est mon avis. Ce n'est pas une science exacte. Il y a des gens qui, étant craints, travaillent très bien. D'autres qui sont aimés, donc respectés, et qui travaillent très bien aussi. Tout dépend je crois que à ce genre de considération-là, c'est la personne qui est en position de leader qui décide de la méthode à adopter. Mais, oui, mais selon vous, selon votre expérience, est-ce que vous avez remarqué que des projets, que ce soit en association ou en politique, ont la chance d'aboutir beaucoup plus si le leader se fait plutôt respecter que craindre?
Il y a des situations où un leader craint. Qu'est-ce que je peux vous donner comme... parce que bien qu'étant, bien que les structures semblent semblables, elles donnent l'impression d'être semblables, un parti politique n'est pas comme une association. Un parti politique est un véritable marigot. Et c'est un milieu extrêmement violent. Une association, hein, c'est beaucoup plus cool, c'est beaucoup moins agressif et c'est beaucoup moins violent. Même si même si les combats de pouvoir peuvent être remarquables, mais le milieu politique est d'une violence rare. Donc, en politique, je pense qu'il vaut mieux être craint que respecté, parce que c'est une condition de survie. C'est une question de survie. Dans les milieux politiques, les gens ont plus tendance à vouloir tuer, dans tous les sens du terme, que de discuter. Alors que dans les associations, on peut encore discuter. On peut échanger des noms d'oiseaux, mais ça ne va pas aller jusqu'au besoin d'éliminer l'adversaire ou celui avec lequel on n'est pas d'accord. Donc, c'est vrai que dans le milieu politique, il vaut mieux être redoutable à tout point de vue, parce qu'à partir du moment où on sait que vous êtes capable d'être très dur sur certaines positions, notamment les adversaires extérieurs au parti. Si vous avez la réputation d'être un tueur vis-à-vis des autres partis, vous avez beaucoup plus de chances dans votre propre parti d'avoir un noyau dur qui vous permette de faire les choses. Si vous avez une réputation de mollesse, ça semble assez dur, ça semble assez difficile. Alors que dans les associations, c'est beaucoup moins marqué, c'est beaucoup moins violent. Et justement, par rapport à la gestion de la diversité des opinions, avez-vous remarqué, par exemple, au niveau du leadership, au niveau du chef, avez-vous remarqué une façon de gouverner qui soit propre aux femmes et une façon de gouverner qui soit propre aux hommes? Je ne peux pas dire ça, justement, parce que en politique, une femme peut être tout aussi violente qu'un homme. C'est une question de pouvoir. Il faut comprendre que là, ça devient une question de pouvoir faire certaines choses. Si vous donnez le même pouvoir pour arriver à un but précis, une femme est capable d'être tout aussi violente qu'un homme. Ce qui ne veut pas dire que les hommes sont forcément violents. Tout est question de personne. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui. C'est-à-dire que ça dépend du tempérament, du caractère de la personne, grosso modo. Du tempérament, du caractère de la personne et de la nature même, du but à obtenir, du but à atteindre. Il y a des conditions sur lesquelles je ne sais pas. Bon, on a un exemple là en ce moment, il y a une guerre. Est-ce que il y a une guerre qui est menée par la France sur le Mali? Est-ce qu'une femme aurait décidé comme le président Hollande l'a fait? Je n'en suis pas certaine. Même s'il y a des personnes féminines qui disent que oui, ce n'est pas mauvais que la France soit en guerre. Mais est-ce que ça se serait passé de la même manière? Parce que il y a une chose qui est fondamentale, c'est que une guerre implique la mort de personnes et qu'une femme porte des enfants. Elle sait très bien qu'en envoyant des gens à la guerre, elle envoie des enfants à la guerre, des personnes qui sont des enfants de quelqu'un, et elle
va prendre, et je crois qu'elle sera un peu plus prudente dans certaines circonstances, ce qui n'est pas du tout la réaction habituelle des mâles. Les mâles, ils y vont. Ils n'ont pas ce genre de considération-là. Est-ce que ça veut dire que une femme peut être moins cynique? Non. Nous en avons les exemples tous les jours. Nous voyons la manière dont certaines femmes politiques américaines ont fonctionné lors de guerres iniques. On voit bien que, bien qu'étant femmes, et parfois mères, elles n'en ont pas été moins cyniques et brutales. Moi, je dis que c'est une question de personne. C'est une question de personne dans une situation. Mais je pense quand même que malgré tout, quand il s'agit de prendre certaines décisions graves, il y a une réflexion particulière à la gente féminine que les hommes n'ont pas forcément. Donc, en fait, pour les femmes, on dit, enfin, on s'attend à ce qu'elles elles réagissent un peu plus en tant que mère de famille. On attend d'elles d'être un peu plus compréhensives. Mais je dis, ce n'est pas une garantie. C'est loin d'être une garantie. Parce qu'il y en a qui sont tout aussi brutales, mais même parfois plus que certains hommes. On a eu des reines qui ont régné de manière, mais elles ont régné malgré tout de manière sanglante, comme certains hommes. Et que pourriez-vous dire par rapport à la perception que la crise de leadership récurrente dans les organisations africaines pourrait être une particularité africaine? Est-ce qu'on pourrait développer un peu plus là-dessus par rapport aux autres organisations occidentales et ailleurs? Est-ce que ce qui semble être très visible dans les organisations africaines est plutôt caché chez les autres, mais ils sont tout autant dans les mêmes soubresauts? Mais bien sûr, c'est bien ce que je disais. C'est que nous avons des sociétés qui ne parlent pas, qui ne disent pas les choses. Vous avez des sociétés asiatiques, vous avez des sociétés anglo-saxonnes qui ont des problèmes, mais qui les gardent pour elles. Vous avez d'autres sociétés qui sont beaucoup plus exubérantes. C'est la même chose dans les partis. Ce n'est pas parce que je vous le rappelle, nous avons eu une démonstration inoubliable avec l'UMP il y a quelques mois. Ce qu'ils ont fait, c'est exactement ce qui se passe partout. Et même, je vais dire que les associations ou les partis africains reproduisent le modèle qu'on leur a inculqué. Parce que jusque-là, nous savons, il est toujours dit qu'il vaut mieux un chef. Pourquoi un chef? Qui a amené cette notion de chef? Des chefs, il y en a eu partout. Mais dans certaines sociétés, il y a peut-être un chef, mais il y a un collège de sages qui aide le chef à fonctionner. Dans d'autres sociétés, non, il y a un chef et puis ceux qui sont en dessous. Et quand ceux qui sont en dessous veulent être chef à la place du chef, ça donne le genre de soucis qu'on a pu expérimenter en voyant l'exaspération des égos, les plans pourris, les coups fourrés avec tout ce que ça a montré de désagréable. Et en Afrique, on reproduit avec beaucoup de régularité et beaucoup d'empathie les exemples qui viennent de l'Occident. Ce n'est pas une spécificité africaine d'avoir des associations qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent mal ou bien où il y ait des problèmes.
Je ne connais pas beaucoup d'associations qui n'aient jamais eu de soubresaut ou de partis qui n'en aient pas. Mais c'est la manière de les régler qui est importante. Certains pensent que en cassant tout, ils règlent le problème. Non, ils n'ont rien réglé et ils ont tout détruit. D'autres, malgré les courants, malgré les forces en présence, se disputent, mais gardent le cap. Et c'est là où on a l'impression que les associations africaines sont des endroits où on ne fait que se battre, il n'y a rien. C'est parce que il apparaît toujours cette envie de tout casser. Si ça ne va pas dans le sens où je veux, je brise tout. Alors que les sociétés occidentales, ils continuent, les associations occidentales, ça se bat comme des chiens fous là-dedans, mais on ne casse pas l'association parce qu'on a besoin de l'association pour arriver à un but. Alors, vous touchez un point très important, c'est je pourrais appeler ça la personnalisation de l'association avec le président de l'association. On voit par exemple dans les partis politiques, en tout cas en Afrique, où on a la sensation que le parti politique c'est le président en soi, et que sans le président, le parti n'existe pas. Donc, il n'y a pas comme une distance entre la personne même du président du parti et le parti, et si bien que quand il y a justement ces problèmes de conflit et que ça éclate, ça devient un problème. Enfin, le parti finit par disparaître. Et Mais justement, c'est ce qui est anormal. Parce que quand on est un président, on est un responsable. On n'est pas là pour soi. On n'est pas là pour soi. On a une délégation de pouvoir donnée par un groupe. Ce n'est pas soi. Ou alors on crée son parti où on est président tout seul. Hein? Ça ne coûte rien. On se déclare président et on est tout seul dans son parti. À partir du moment où on a du monde qui vous donne un pouvoir pour faire les choses, on ne personnifie pas on ne personnalise pas le parti ou l'association. On est là pour un temps, on a un mandat pour faire quelque chose. À partir du moment où tant qu'on peut faire cette chose-là, tant qu'on peut faire le travail qu'on attend de nous, on reste ou on se bat pour rester. Parce que il n'est pas dit que si on sait qu'on a engagé les bonnes réformes et qu'on va dans le bon sens, on va pas se laisser casser tout ça parce qu'il y a un petit ambitieux derrière qui veut être calife à la place du calife. Mais à ce moment-là, au moment de l'échéance, on dit, voilà mon bilan. Voilà ce que vous m'avez demandé de faire. Voilà mon bilan. Et je compte continuer ou je compte m'arrêter. Mais on ne dit pas, après moi le déluge. Si je ne suis pas président, il n'y a plus de parti. La personne qui dit ça, en fait, travaillait pour elle-même. Elle ne travaillait pas pour le plus grand nombre. Donc, ce n'était pas un bon chef. Alors, cet exhibitionnisme des conflits, parce que en fin de compte, vous avez mentionné tantôt qu'il y a plusieurs sortes de sociétés. Il y a ceux qui règlent leurs conflits dans l'ombre sans que ça attire les regards. Mais alors, donc c'est-à-dire qu'on a plus la sensation que au niveau africain, il y a plus le développement de l'exhibitionnisme des conflits, où tout sort, où on étale tout sur la place publique sans pudeur. Et c'est pas le côté exhibitionniste de ces conflits qui en fait quelque chose de particulier. Ben, disons que l'exhibitionnisme n'a jamais servi les intérêts de qui que ce soit. Les gens qui prennent le risque de faire ça, d'ailleurs, ils le payent cash. C'est-à-dire que l'association explose, le but de fait n'existe plus et on revient dans la position d'avant de néant. On revient dans une position où on n'a rien fait. C'est comme si on n'avait rien fait. Donc, est-ce que ça valait même la peine de commencer? Parce que on a fait venir des gens qui avaient un espoir. On a suscité une envie chez beaucoup de personnes. On a suscité un espoir pour ceux qui voulaient sortir d'une situation ou qui ont un but
au niveau politique. L'association est cassée, on en revient au début, ça n'a pas de sens. C'est pour cela que quand on veut, on n'est pas obligé d'être chef dans une association. On peut être un très bon numéro 2 ou un très bon numéro 100, dans la mesure où on amène ce qu'on sait faire et qu'on le fait bien. Il ne faut pas se sentir obligé d'être chef. Et quand on a été chef, on n'est pas obligé de personnaliser le parti. Tant mieux si on est un chef tellement efficace et tellement charismatique que quand on parle du parti, c'est vous qu'on voit. C'est à vous qu'on pense. C'est très bien. Mais ça ne doit pas être une fin en soi. Parce qu'un parti est appelé à être dirigé par d'autres personnes que vous. Le parti ou l'association ne doit pas mourir avec vous. Oui, alors justement, le fait que vous avez dit tantôt que on peut bien être un numéro 2 et être chef n'est pas une fin en soi, mais justement, est-ce que pensez-vous que cet exhibitionnisme exacerbé ne trahirait pas en quelque sorte la l'intérêt personnel? C'est d'abord la tendance pourrait montrer que il s'agit plutôt d'une expression des intérêts personnels plutôt au lieu de privilégier l'intérêt général, que l'intérêt général ne semble pas être suffisamment cultivé dans ces associations-là pour prendre une distance avec Mais pour avoir une distance, je crois que c'est là où on en revient à définir de quelle ambition même on parle. Parce que si notre ambition de départ était de faire en sorte que dans un combat donné, on gagne sur une injustice, on a la manière dont l'association va fonctionner ne vous oblige pas forcément à être chef. Maintenant, si les autres vous disent non, toi tu peux le faire, il y a des choses que nous on ne peut pas faire que toi tu peux. On prend la résolution d'arriver à ce but-là en sachant que tout le monde qui vous a donné mandat compte sur vous. Maintenant, si l'ambition que vous avez est une d'arriviste, parce qu'il y a les arrivistes. Celui-là, il veut être chef parce qu'il sait que, en étant chef, il va pouvoir faire autre chose en plus de ce que le mandat lui demande. Il a peut-être envie d'être ailleurs. Il a peut-être envie d'attirer l'attention de quelqu'un. On n'en sait rien. Je donne un exemple au niveau politique. Il y a des gens qui sont prêts à piétiner tous les autres, dont les responsables élus, pour pouvoir apparaître comme une personne incontournable. Ça se voit souvent dans les associations africaines en France. Quand un arriviste arrive à se faire reconnaître comme possible personne incontournable dans comment on appelle ça, dans un milieu donné, il attire tout de suite l'attention des grands partis politiques français. Grâce à cette reconnaissance-là, qui peut être réelle, mais qui peut être aussi fictive, il a des prébendes. Si son ambition est juste d'arriver là, de pouvoir bénéficier de l'attention de ces gens-là, qui lui donneront une attention que pour eux, qu'ils ne trouvent pas excessive et qui ne leur coûte pas cher. Si c'est le top niveau de l'arriviste, eh ben, il restera là, il aura freiné tout le monde et il ne fera jamais que ce que les autres lui demanderont pour continuer à être vu.
Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas un arriviste, tout en faisant son action, il sera reconnu des autres instances politiques et régionales ou nationales. Qu'il continue son combat, il est capable parce que il est conscient du fait qu'il porte un espoir. Il est capable d'arriver à combattre cette injustice-là et à donner une solution à ceux qui lui auront fait confiance. D'où la nécessité de définir les ambitions dont on parle. Est-ce que c'est un désir de gloire? Est-ce qu'un désir de réussite sociale personnelle? Est-ce que ce n'est qu'une question d'amour propre? En face de nous, celui qui veut le poste, est-il prétentieux pour juste dire « je suis » Est-il présomptueux, c'est-à-dire que c'est un incapable, mais il croit que parce que vous êtes à cette place-là, il est capable d'y être? Ou bien est-ce que c'est un arriviste qui compte sur l'association et le parti pour se faire une place au soleil? Quand c'est la motivation qui va faire que l'ambition arrive à un but donné. Il n'est pas mauvais d'être ambitieux, c'est même très bien. Hein? Mais il faut avoir les moyens de ses ambitions aussi. Si on est un incompétent, on peut être ambitieux, on n'arrivera jamais à rien. On peut aussi arriver. Si on est incompétent et arriviste, on peut arriver. Ça, c'est vrai. C'est très intéressant que vous parlez, juste que vous puissiez parler de l'arriviste et de ses divers comportements. On pourrait se demander, est-ce que ce n'est pas, enfin, ce qui motiverait effectivement ce comportement-là, est-ce que ce n'est pas la clochardisation généralisée en Afrique, par exemple, où on a des problèmes de salaire et tout ça, de la fonction publique et tout. Alors, une clochardisation généralisée des ressources humaines qui fait en sorte que le seul endroit où on peut respirer un peu économiquement, avoir accès à la mangeoire, comme on dit, ce n'est que dans des regroupements politiques ou associatifs où il y a l'argent. Et là, du coup, tout le monde va se ruer vers ces positions-là et essayer de contrôler le navire, parce qu'après tout, c'est là où il y a la mangeoire. Est-ce que ce comportement arriviste-là n'est pas, en quelque sorte, motivé par la clochardisation? Mais ce comportement-là, il est universel. Celui-là, il est universel. S'il y a des problèmes et qu'on sait que à tel poste, on vit bien, entre guillemets, il y a un maximum de personnes qui voudront accéder à cette proposition-là et qui useront de toutes les manières possibles de ce qu'ils ont pour arriver à ce niveau-là. Et cet esprit-là existe de toute façon dans une association pauvre. Franchement, je ne vois pas ce qu'il y aurait à faire. Ça commence à marcher dans les associations riches, dans les associations qui ont les moyens. Ça, je parle de celles que je connais en Europe. Parce que la structure même de l'association fait que elle est subventionnée, c'est-à-dire qu'elle a de l'argent que l'État verse pour son fonctionnement selon son domaine d'activité. Et si c'est un parti politique, grâce aux diverses élections, les résultats électoraux qu'il a, le parti, lui ouvre droit à un certain nombre de subventions et d'apports d'argent. Maintenant, quand on est dans ces structures-là, on n'a même pas intérêt à faire exploser l'association, puisque faire exploser l'association tarit l'arrivée d'argent, en admettant que c'était l'argent qui est le but de ses ambitions. Donc, on n'a pas intérêt à faire tarir la source. On s'arrange à ce moment-là.
Et c'est là où vous voyez toutes les magouilles qu'on peut faire, hein, dans une association ou dans un parti politique, les fausses factures, les faux marchés, les trucages de marque, tout ce qu'on peut imaginer. C'est dans ce... Mais j'en reviens toujours à la même chose. Ce n'est pas parce que tu es chef que forcément tu peux détourner quoi que ce soit. Et ce n'est pas forcément parce que tu es chef que tu vas accéder à, à, à la source de l'argent. Tu peux n'être que trésorier ou trésorier adjoint ou questeur si tu es à l'Assemblée, parce que le questeur financier, il a la même base sur tout ce qui comporte l'argent chez les parlementaires, si ce n'est que l'argent. Il y a aussi, et c'est le malheur des associations africaines en Europe, parce que je ne sais pas si c'est le même fonctionnement en Afrique, puisqu'en Afrique, les associations que j'ai vues faisaient surtout des histoires de tontines. Peut-être que ça a changé, mais je n'ai pas eu à vérifier ça de ce côté-là. Mais les associations africaines en France se créent pour pouvoir demander des subventions, se faire connaître de la mairie ou du conseil régional, du conseil général. Les trois quarts du temps, dès qu'elles ont ça, elles restent tranquilles. Elles n'ont pas vraiment une action de combat. Elles existent. Il faut bien reconnaître que si les associations en général n'existaient pas en France, il y aurait beaucoup de carences parce que l'État ne fait pas ce qu'il faut et que ce sont les associations qui pallient aux carences de l'État. Ceci dit, parce que c'était une parenthèse. L'association africaine qui s'est constituée pour avoir accès aux subventions d'une mairie, d'un conseil général, d'un conseil régional. C'est sûr que le président a certainement la haute main dessus, mais il est aussi responsable. C'est-à-dire qu'en cas de détournement d'argent, il va beaucoup plus sûrement en tôle, il est beaucoup plus sûrement mis en examen que le secrétaire général. Alors, de faire des manœuvres pour être président dans ces conditions-là, ça laisse à désirer. Mais si on se fait élire président pour vendre l'idée de l'association à un parti politique, à un gros parti politique de la place, je m'explique, je vais vous donner un exemple parce que sinon ça devient trop nébuleux. En admettant que je crée l'association des pêcheurs de mangoustes, pas des pêcheurs de mangoustes, non, même pas ça. Il faut une association soit écologiste, soit sociale. Une association qui aide les petits jeunes du quartier à faire quelque chose. Nous créons ça en tant qu'association. On arrive à récupérer une centaine de membres. Et que, étant arriviste, je veux me faire reconnaître du Parti socialiste ou de l'UMP. Je vois ces gens-là et je leur dis, mais vous savez, nous, d'ailleurs, on peut tenir le discours avec tous ces partis-là. Vous savez, nous, on vous aime bien, hein, et nous sommes prêts vraiment à travailler avec vous, nous sommes derrière vous et tout ça. C'est un appel, c'est une manière déclarée de faire allégeance. Les partis en question qui ont des moyens vont dire très bien, moi je vais subventionner tes actions. De quoi tu as besoin? Qu'est-ce qu'il faut? Je leur dis, j'ai besoin d'emmener des enfants régulièrement dans tel endroit, je vais leur faire des sorties, je vais organiser des soirées, je vais faire tout un tas d'histoires. Ils vont me donner de l'argent. Mais ils me donnent de l'argent en sachant que lors des élections, ils pensent que je suis capable de demander à tous les gens, à tous les adhérents, de voter pour eux. S'ils me donnent cet argent, c'est pour ça. Je suis certes reconnue. Mais est-ce que je suis vraiment capable de faire cela? Et dans cet état d'esprit-là, est-ce que je suis un bon chef? Je ne travaille pas pour l'ensemble. Je vais avoir l'argent. Qui est même sûr? Je peux faire quelques soirées. Mais rien ne dit que toute l'enveloppe qu'on m'aura donnée, qu'on aura mise à ma disposition, a été utilisée pour l'action que je prétends mener. Pour ces gens-là qui n'ont pas le temps de rentrer au sein de l'association, je suis l'interlocuteur. Je suis arrivée, je suis présidente, on me connaît, mais
quoi derrière? En tant qu'arriviste, ok, ça me fait du bien d'être là. C'est tout. Mais j'aurais fait quoi concrètement? Si c'est ça une ambition, c'est une petite ambition. Mais si l'ambition a été tout autre, de faire reconnaître un combat, de protéger mes concitoyens, de me battre, hein, dans la lutte, de tenir compte de la manière dont les adhérents, les sympathisants veulent que les choses se passent, que j'aille dans ce sens-là, que je prenne des coups dans ce sens-là, oui, je suis un bon chef. Et le jour venu, je fais le bilan. Alors que dans l'autre cas, je n'ai même pas à faire le bilan. Je leur dis, écoutez, on a une association, on nous donne de l'argent, on se tait, point. Il ne faut pas discuter. Et même à la limite, qui c'est qui a besoin d'une petite enveloppe pour le calmer, je lui donne une enveloppe. Mais dans l'autre cas, il y a un bilan qu'on défend. Et on dit aux gens, avec ou sans argent, voilà où on en est de notre combat. Qui est un chef? C'est celui qui a su prendre sur lui, qui a su se battre pour les autres, hein, et qui n'a pas utilisé la structure pour lui, pour son confort personnel, pour ses visées personnelles. Oui. Souvent, on entend les gens dire que ceux qui dirigent ces différentes structures, à un moment donné, finissent par trahir les idéaux pour lesquels on les avait choisis pour être là à la direction de ces structures. Et excuse-moi, mais s'ils trahissent, c'est qu'au début, ils n'avaient pas. Ils n'étaient pas venus pour ça. Quand on s'engage parce que je vois pas comment il pourrait trahir, qu'est-ce qu'il peut, à moins qu'effectivement, au niveau, si la pression financière est telle que, parce que, comme disent les gens, tout le monde est achetable, tout le monde a son prix, mais au niveau de nos associations africaines, je ne sais pas, vraiment, je ne vois pas les montants qui puissent justifier qu'on trahisse quelque chose auquel on croit. Les montants sont tellement minimes. C'est justement, les montants sont minimes, c'est vrai, mais c'est pour ça que je soulevais tantôt la question de la clochardisation, puisque c'est vrai que c'est ce comportement arriviste, on le retrouve d'ailleurs un peu partout ailleurs. Ce n'est pas seulement dans le milieu africain, mais je me demandais si ce comportement n'est pas plus exacerbé dans le milieu africain, étant donné la clochardisation généralisée dans ce milieu-là, que ce soit Oui, oui. oui, je vous écoute, Zwamba, oui. Finissez votre propos. Oui, c'est ça. Que ce soit par exemple en Afrique où on a par exemple la clochardisation de la fonction publique, on a la clochardisation de tout un pan de la société. Ailleurs, les Africains sont sous-employés. Alors, est-ce que ce n'est pas euh, cette, ce manque de valorisation économique qui donne l'impression que ces problèmes sont plus en surchauffe du côté des Africains? Disons qu'il faut dire les choses. Il y a, parce que là, on entre dans le domaine d'une clochardisation, comme vous dites, mais qui découle de la corruption. Il faut comprendre les gens. Quand on a un petit salaire, qu'on vous demande de vivre chichement, que tout est cher, et que vous vous rendez compte que, au-dessus de vous, il y a des autorités qui sont corrompues, qui reçoivent des enveloppes, alors que ne font jamais que valider le travail que vous avez fait. Je ne dis pas que c'est une excuse, c'est un constat. Le réflexe de beaucoup de gens en Afrique, c'est de dire, tant que
c'est moi qui travaille à ce niveau-là, je ne ferai monter le dossier que quand moi, j'aurai aussi été rémunéré. Je ne dis pas que c'est bien, mais en général, c'est ce qui se passe. Et à tous les échelons, c'est la même chose parce que tout le monde sait que tout en haut, c'est le règne de la corruption. Donc, il y a la corruption à tous les étages. Et les pays africains sont d'autant plus corrompus que leur économie est faible. Les gens sont très mal payés, l'argent est dévalorisé, il leur faut bien trouver l'argent quelque part. Mais vous me direz aussi que s'il y a des corrompus, c'est qu'il y a des corrupteurs. Si à l'origine, certains n'avaient pas fait comprendre que si vous me donnez tel marché, je suis disposé à faire quelque chose, à donner quelque chose de plus, il n'y aurait pas eu de corrompus. Parce que il y a un marché, le marché a un montant, hein, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, on signe ou on ne le signe pas. Mais à partir du moment où une personne dit, moi je voudrais ce marché, donnez-moi ce marché, je vais faire ce qu'il faut, et en plus, je vais vous donner un cadeau. Un cadeau, que le cadeau soit monétaire ou immobilier, mais je vous donne quelque chose en plus. Et qu'à ce niveau-là, les gens acceptent ce genre de cadeau, un jour ou l'autre, ça finit par se savoir. Et ça devient une société où la corruption règne à tous les étages. Ce que les gens ne savent pas, c'est que cet argent qui est donné, mais on le paye quand même. Parce que dites-vous bien que le corrupteur met maintenant dans ses frais toutes les prévisions de corruption qu'il va faire. Il ne perd rien, lui. Hein. Quelque chose que vous auriez dû payer 100 000 euros, hein, par exemple, vous sera facturé 200 000 ou 150 000 euros, en sachant que les 50 000 euros supplémentaires ou les 100 000 euros supplémentaires vont passer en corruption. Donc, la facture globale, pour vous, vous paierez comment on appelle ça, les enveloppes. Vous allez les payer de toute façon. Ce n'est jamais la personne qui fait le marché ou qui gagne le marché qui va les payer. C'est l'État qui est pauvre. Alors, donc, dans tous les cas, on peut voir que les implications financières, économiques créent des interférences avec la fidélité sur les idéaux, en fin de compte. Absolument. Et quand les gens ne sont pas corrompus, il leur arrive des accidents. Je donnerai un exemple. Moi, j'ai pu vérifier. Il y a très longtemps, une vingtaine d'années, quand les constructeurs européens, français, avaient le monopole sur certains pays africains subsahariens, les Japonais ont tenté une percée. En général, c'était les chambres d'agriculture qui s'occupaient de les chambres d'agriculture et d'industrie s'occupaient de ces domaines d'activité. Quand les Français ont vu arriver les Japonaises, il y a des directeurs qui ont été tués parce que ils n'ont pas voulu fonctionner, ils ont voulu ouvrir le marché et laisser à tout un chacun de pouvoir choisir la marque de sa voiture, de n'être pas obligé d'acheter une française. On a dû lui proposer de l'argent, on lui a proposé des choses, il a dit non, je fais le boulot. Il l'a payé. Alors, dans ce cas-ci, et comme
dans nombreux cas d'ailleurs, où on voit que les structures africaines semblent ne pas être suffisamment solides pour comment dire, pour affronter ces assauts extérieurs qui mènent souvent plusieurs personnes à la mort, comme l'exemple que vous avez mentionné. Est-ce que ailleurs aussi, parce que là on parle des structures africaines, est-ce que ailleurs aussi, quand ils sont sollicités comme ça par des pressions extérieures, ça finit toujours, les tragédies sont-elles toujours de même proportion? Sont-elles toujours de même proportion? Ben, vous voyez bien les gros scandales qui éclatent là régulièrement. Nous avons de gros problèmes avec les contrats d'armement. Il y a toujours des enveloppes ou des valises qui ont circulé. Des personnalités sont régulièrement mises à l'index. Hein, ça sort. Parfois, il y a des morts, parfois il n'y en a pas. Mais les scandales, ils sont gros. Ici, oui, on le voit tous les jours. Si on est abonné au Canard enchaîné, on est au courant de tout. La corruption est là. Elle est moins visible. Elle est quand même là. Avec la différence que quand elle est dévoilée, au moins, les personnages impliqués répondent judiciairement comment je peux dire cela, qui non seulement ils répondent, mais en fait, non seulement ils sont interpellés, mais ils répondent devant la justice. En Afrique, ça ne se fait pas. Oui. Alors, donc le leader donc d'une structure et donc fait face donc à toutes ces pressions extérieures et à l'intérieur aussi, il fait face à ses besoins de reconnaissance des différentes personnalités. C'est ça. Oui, forcément. De toute façon, être un leader n'est pas facile. Quand on accepte aussi d'être contesté, on accepte aussi de prendre des coups de l'intérieur ou de l'extérieur. Ça, c'est clair. Quand on est fatigué de prendre les coups, on rend le tablier. Si on estime que on doit continuer pour le bien de la structure, on continue. Si ça n'en vaut plus la peine, il ne faut pas avoir honte de dire non, je ne peux plus. Ce n'est pas une fin en soi. C'est pas parce qu'on n'est plus chef qu'on n'est plus rien. Il faut aussi distinguer le fait de savoir que être chef n'est pas un statut. Ah, être chef n'est pas un statut. Ouais. Alors, pourtant, on voit par exemple en Afrique où on a des opposants historiques. Ils sont là depuis des décennies, et ce sont les chefs incontestés de leur parti, incontestés, incontestables. Il n'y a jamais de course au leadership. Et quel est votre sentiment par rapport, quel est votre commentaire par rapport à ce phénomène où, s'ils sont incontestés, c'est très bien pour eux. Ça veut dire que ils rassemblent, ils sont, comment on appelle ça, tout le monde les veut là, tant mieux pour eux. Qu'ils soient bons ou mauvais, ce n'est pas le problème. Mais tant que il y a un consensus à les garder là, tant mieux pour eux. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est un opposant incontesté que forcément on est un bon chef. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire juste que les gens vous gardent là. Les gens vous font, certaines personnes vous font confiance à ce niveau-là. Ils estiment que vous pouvez représenter leurs revendications. Je ne vois pas l'utilité de qualifier cet état-là. C'est à la manière dont la personne travaille et gère le mandat qu'on lui a donné qu'on peut éventuellement dire quelque chose. Et généralement,
Généralement, je vois bien, d'ailleurs ici aussi, ce n'est pas qu'en Afrique, ceux qui sont les opposants ou les leaders d'un autre parti politique qui peuvent s'avérer nuisibles ou ayant un pouvoir de nuisance, on les calme souvent. On les calme souvent là-bas au pays avec des facilités, et beaucoup d'autres cadeaux. Ici, on les calme comment? En leur donnant des circonscriptions pour qu'ils aient des députés qui vont ramener de l'argent à leur formation. Donc, on peut être incontesté et très achetable. Est-ce que ce ne serait pas enfin du moins pour les militants des associations ou des partis politiques, est-ce que ce ne serait pas mieux pour eux de commencer à, à intérioriser une culture de résultat, c'est-à-dire que au lieu justement de s'accrocher au charisme d'un individu, bon, même si il n'apporte aucun résultat, et de le maintenir là de toutes les façons, est-ce que la culture du résultat ne serait pas en quelque sorte une très bonne alternative pour pouvoir mieux juger les qualités d'un leader? Mais tenir compte du résultat, ouais, c'est variable. C'est variable. Parce que quelqu'un qui a fait parce que tout dépend dans le temps. Comment peut-on évaluer qu'il lui faut tant de temps pour arriver à tel résultat si c'est un combat politique? Ce qu'il y a, c'est qu'il va présenter un bilan. Ça fait 2 ans ou 3 ans que cette personne est à la présidence ou est chef de telle association. Sur ces années-là, qu'est-ce qu'il a fait? On ne peut pas dire tu n'as pas réussi à faire en sorte que le parti émerge, donc tu es un incapable. Alors que, entre-temps, il a recruté, il a fait recruter, il a fait passer le message, on a des adhérents, mais on n'a pas d'élus. Ce serait injuste, parce qu'il a travaillé. Alors que celui-là qui est là depuis des dizaines d'années, vous tournez en rond là. Hein? Vous avez des prébendes à droite, à gauche, juste pour justifier votre existence. Si ça convient à certains, ceux à qui ça ne convient pas peuvent très bien dire ce n'est pas ça, nous n'avons pas créé le parti ou l'association pour ça. Avec toi, on végète, on veut changer de président. Ça se passe dans le milieu clos du parti ou de l'association. Donc il faut rendre des comptes régulièrement. Oui, ça c'est obligatoire. Enfin, obligatoire, ça devrait être obligatoire. Et vous avez parlé précédemment aussi des comportements de mimétisme. Quel est votre commentaire par rapport à l'élite africaine dans ses manières de faire? Pensez-vous que ce sont des manières de faire qui soient conformes aux réalités africaines, ou ce sont des comportements de mimétisme d'une culture politique venue d'ailleurs? Si je comprends bien, vous me posez la question de savoir si nos intellectuels pourraient changer quelque chose à cette manière de fonctionner de nos associations, c'est cela la question? Entre autres. Oui, parce que mais c'est difficile, parce que nos intellectuels, sauf quelques-uns qui sont de très bons analystes, sont formatés. Ils voient un exemple, on leur donne un exemple, ils suivent l'exemple. Ils ont été dans ces écoles européennes, occidentales, où on les a formatés, on leur a dit c'est ça. C'est comme ça que ça se passe et c'est pas autrement.
Ils ont souvent une bonne phrase là, mais c'est le système qui veut ça. Ça, c'est une phrase que j'adore. C'est le système qui veut ça. Ils sont incapables de dire, mais si le système n'est pas bon, il faut le changer. Non, c'est le système qui veut ça, donc il faut continuer à faire comme ça, même si on est dans l'erreur. Alors, ils viennent, ils appliquent ce qu'on leur a appris, sans tenir compte de la réalité africaine. Parce que les Africains ne fonctionnent pas forcément comme les Européens. Ils peuvent fonctionner comme les Européens en Europe avec d'autres Européens, mais quand ils reviennent en Afrique, il y a quand même un problème. Et ceux qui ont été donc en Europe se croient supérieurs en intelligence par rapport à ceux qui sont restés au pays. Quand ils voient qu'il y a des problèmes de ce genre, si le système occidental ne convient pas, qu'est-ce qui les empêche de revenir auprès des anciens, comme on le faisait jadis, de poser la question en disant, mais on a un problème, on n'arrive pas à le régler. On a un problème avec la manière de fonctionner de nos associations. Ça ne va pas. On passe le temps à se battre, à vouloir être chef. Qu'est-ce qu'on peut faire? Au lieu de bourrer les urnes, de faire des campagnes de diffamation, comme on fait en Occident, au lieu de chercher seulement à éliminer l'adversaire, il pourrait demander aux anciens comment on peut régler le problème pour le bien de tous. Ils ne le font pas. Beaucoup se contentent de faire comme l'occidental, de réfléchir comme l'occidental, c'est leur seul repère. Ils n'essayent même pas, c'est la solution de la facilité. Et quand on leur explique que on pourrait chercher une autre voie et que cette voie est peut-être auprès de leurs anciens, ils vous prennent comme des demeurés. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un souci. Et ce qui serait intéressant, c'est que tant que nous avons encore des anciens qui peuvent donner les conseils, de prendre leurs conseils, de les écrire, de les diffuser, de les méditer, de manière à fonctionner. On peut faire autrement. Faut pas se sentir obligé il ne faut pas se sentir obligé de croire que la vie ne passe que par la manière occidentale de fonctionner. On peut faire autrement. On peut se débarrasser même, ça c'est peut-être une utopie, mais on pourrait même se débarrasser de la monnaie. On peut se débarrasser de la monnaie et fonctionner autrement. Mais nos intellectuels s'accrochent désespérément à un modèle qui n'est pas le leur, qui leur a été inculqué, et ne songent pas à revenir vers leurs racines pour trouver une alternative. Ils ne le font pas toujours exprès. Il ne faut pas croire non plus. Parfois, je pense qu'ils sont dépassés parce qu'ils ont une image. Ils croient que tout ce qui vient de l'Occident est bien. C'est faux. Tout ce qui vient de l'Occident n'est pas bien. Il faut trier ce qu'on prend de l'Occident. C'est peut-être dû aussi au fait que les gens ont grandi dans l'admiration de l'Occident, de l'admiration des mécanismes qui régissent leur société et qui fait que maintenant on trouve un peu ringard dépasser les mécanismes ancestraux. On peut trouver ringard les mécanismes ancestraux, mais on peut les adapter à la vie actuelle sans copier bêtement les dérives qui nous viennent des peuples étrangers.
Mhm. Tout s'améliore. Ce n'est pas parce que avant, je ne sais pas moi, au niveau, on le voit au niveau de la santé. Je vais prendre un exemple encore parce que je fonctionne mieux avec les exemples. Il fut un temps, moi j'ai la chance d'avoir été allaitée par ma mère. Je vais parler de l'allaitement maternel. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a allaitée. Je n'ai pas souvent été malade. Mais il y a eu une mode, c'était une mode carrément, bien distillée par Nestlé et je ne sais plus qui faisait que en Afrique, les femmes dites évoluées ne nourrissaient plus leurs enfants au sein. C'est la mode, c'était le biberon, le lait, les laits qu'ils vendaient, et pas autre chose. Parce que sinon, ce ne sont que les sauvages, les sauvages, c'est-à-dire qui ne connaissent rien, parce que c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, et les pauvres qui nourrissaient leurs enfants au sein. Ce qu'on ne savait pas, ce qu'on ne nous disait pas, c'est que le lait maternel a toujours été le premier, la première chose qui pouvait protéger un enfant, qui lui donnait tous ses anticorps. Et que dans nos sociétés de cette époque-là, l'eau n'était pas fiable. Combien d'enfants sont morts parce que l'eau était sale, le lait n'était pas adapté et tout ça. Mais ça continue. Et peut-être même encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que être évolué, c'est nourrir son enfant au biberon. Alors que même les femmes occidentales sont revenues au sein et utilisent le moins possible ces laits. Et que quand un enfant n'arrive pas à boire du lait maternel, ils ont trouvé moyen de trouver des laits maternisés. Ou même, ils ont fait des structures où des mamans qui ont beaucoup de lait donnent leur lait pour des enfants dont les mères n'ont pas assez de lait pour les nourrir. C'est ce qui se passe maintenant en Occident. Comment comprenez-vous que avec les médias, avec le savoir, la science, on puisse encore dire aux mamans africaines, dans des endroits où l'eau n'est pas potable, de nourrir leurs enfants au biberon. Il faut savoir revenir en arrière. Je donne cet exemple parce que les mamans occidentales qui avaient nourri leurs enfants au biberon ont compris que ce n'était pas la solution. Elles sont revenues au sein. Et pourtant, est-ce qu'on n'est pas dans la modernité? Est-ce qu'on n'est pas au XXe siècle? Oui, c'est un exemple vraiment très parlant. Et c'est peut-être pour ça qu'on dit que les meilleures places se font dans les vieilles casseroles. Mais Non, mais on a des choses et il y a beaucoup d'exemples comme ça qui sont des aberrations. oui, Des aberrations. Et quand maintenant, nous avons en plus les sciences qui nous disent les choses, qui nous expliquent les choses. On ne devrait plus mourir de choléra. Il y a des maladies qu'on ne devrait plus avoir en Afrique. On ne peut pas non plus dire toujours que ce sont les autres qui... Mais on a un cerveau pour quoi faire? Il faut prendre de l'étranger ce qui est bon pour nous, ce qui apporte quelque chose qui est une avancée. Il y a des avancées à plusieurs niveaux, mais il y a aussi des choses très simples qu'on n'a pas besoin qu'on vienne nous dire. D'aller chercher la sagesse des anciens, on n'a pas besoin qu'on nous le dise. D'aller chercher les conseils auprès de nos personnes âgées, expérimentées par la force des choses. On n'a pas besoin de nous l'apprendre à l'école. donc en fait, on pourrait dire que pour en quelque sorte
nous aider à régler bien des problèmes, nous avons avantage à aller à l'école du village. Toujours. On Oui. a toujours avantage à revenir aux sources. Oui, oui. En tout cas, c'est vraiment, je trouve que c'est une très bonne conclusion. C'est une très bonne conclusion. Donc, pour nous aider, donc on peut dire aux Africains que pour nous aider à, à gérer les ambitions dans les diverses organisations, dans les diverses structures qui existent, pour pouvoir surmonter les problèmes de notre occidentalisation dans la manière de gérer ces structures, nous avons donc un avantage à aller à l'école du village pour apprendre, pour bénéficier de l'expérience millénaire de la gestion des conflits. Oui. Et que dire d'autre? Ah, mais c'est une évidence. Ouais. Quelles sont les sociétés où il n'y a jamais eu de conflit? Et pourtant, on ne les gérait pas de la même manière. En Afrique, en Asie ou en Europe ou en Occident. Il faut revenir aux sources. Il faut revenir aux sources. Voilà, c'est donc une très belle fin. Est-ce que vous pouvez nous faire une belle conclusion générale? Je ne vois pas vraiment de conclusion. Enfin, disons que c'est toujours pareil. Là, nous avons discuté comme ça, à bâton rompu. Il y a certainement encore énormément à dire parce qu'il y a des pans de ces gestions des ambitions que nous n'avons certainement pas abordées et que les auditeurs vont relever, hein. Il faut voir avec les interpellations que nous allons, avec les choses que ils vont relever, où ils vont nous demander un peu plus d'approfondissement, mais je suis sûre que c'est tellement vaste. C'est un domaine tellement vaste, vu la diversité des gens et des situations, que nous ne pouvons pas avoir comment on appelle ça, la prétention d'avoir apporté. Moi, j'estime que nous avons eu une discussion à bâton rompu et qu'on a essayé tous les deux, dans la mesure du possible, de trouver des pistes de réflexion pour qu'on puisse mieux gérer notre manière de faire en association ou dans les partis politiques. Mais on n'a pas la science infuse, je n'ai pas la science infuse et je suis tout à fait disposée à entendre les propositions des autres parce que quel que soit le cas, il y a toujours quelqu'un qui a pensé à quelque chose d'évident auquel on n'a pas pensé. Exactement. Donc, merci en tout cas, Madame Claire Ems. Merci beaucoup, Simone. Oui. Merci à tous les auditeurs d'avoir la patience. Oui, c'est ça, oui. Donc, je rappelle, donc, si vous voulez nous écrire, vous pouvez toujours écrire à kilombo@webmesout.com. C'était avec nous, Madame Claire Ems, présidente de l'Alternative démocrate, qui nous a aidé à voir un peu plus clair dans la gestion des ambitions des différents membres dans une organisation politique ou associative. Merci beaucoup et à la prochaine. Oui, au revoir à tous.